Personne. Beaucoup. Ok. Calon. Oui, ben je vais. Mesdames, Messieurs, il est vendredi 0h15. La séance est ouverte. Elle est reprise plutôt. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames et Messieurs, après un débat riche autour du document de la motion de censure déposée par l'opposition parlementaire, je voudrais de prime abord dire combien je suis satisfait déjà à ce stade du déroulement de cette séance. Beaucoup d'arguments ont été échangés entre les parties prenantes et à travers ces débats, beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations soulevées dans le document de la motion ont été résolues par les députés de la majorité eux-mêmes. Du reste, ces arguments ces préoccupations qui touchent essentiellement les questions des efforts déployés par le gouvernement, en vérité, c'est des questions auxquelles on avait déjà des réponses, honorables députés de l'opposition. Vous avez vous-même les réponses aux préoccupations que vous avez soulevées, parce que les réalisations dont il est question, vous les voyez tous les jours, parce qu'elles sont à la disposition de tout le monde, y compris des
honorables députés de l'opposition. Il suffit, à titre d'exemple, de citer le cas des routes. Je pense qu'il vous est donné allègrement d'emprunter ces routes, ces ponts, ces échangeurs qui permettent de circuler désormais aisément et de vous rendre d'un bout à l'autre dans la ville de Niamey. Les populations avec lesquelles vous prétendez être en contact permanent, qui ne cessent de dire Mungeni, Mungodi. Ailleurs on dit Irdi, Irsabu. Elles vous le rappelleront sans doute lorsque vous irez solliciter leur suffrage. Monsieur le Président, des réponses donc claires ont été largement apportées à de nombreuses questions, comme je venais de le dire, mais je voudrais revenir sur certaines d'entre elles. Auparavant, permettez-moi de démentir certaines allégations, et en particulier, je ne voulais pas citer, surtout s'agissant d'une parlementaire, qui affirme sans preuve l'existence de meurtres dans les taxis à Niamey. Cette affirmation, que je qualifierais de gratuite, est de nature à décourager la destination de notre pays par nos hôtes de la conférence de l'Union africaine. J'ose espérer, Madame, qu'il s'agit là d'un lapsus et non d'une manœuvre pour nuire à cet événement. Des questions ont été évoquées sur l'IDH. Pourquoi notre pays, tout le temps, occupe ce rang que beaucoup qualifient de peu honorable. L'IDH, vous le savez bien, repose sur des indicateurs structurels, c'est-à-dire qui ne changent que sur le moyen et le long terme. L'IDH du Niger est tiré, c'est vrai, vers le bas par sa composante éducation. Le progrès est bien classé en ce qui concerne les indicateurs sur l'économie, notamment le revenu par tête, et la santé, notamment l'espérance de vie et de mortalité infantile. Mais à propos du volet éducation qui tire notre pays vers le bas, son principal indicateur, à savoir la durée moyenne de scolarisation ou le nombre moyen d'années d'éducation dispensées aux personnes âgées de 25 ans et plus, repose sur les personnes d'au moins 25 ans. Autrement dit, les efforts en matière d'éducation en 2011 ne vont être reflétés qu'en 2035. De même, l'appréciation actuelle de la composante éducation de l'IDH traduit les choix des politiques des années 90. Autre élément par rapport à l'éducation, notre pays a accusé, vous le savez également, un retard depuis les indépendances. À l'arrivée des premiers dirigeants du Niger indépendant, le taux de scolarisation était de 3%, alors qu'il se situait entre 30 et 40% dans les autres pays voisins. L'honorable député Coroné a élevé la voix au sujet du code électoral, du processus d'élaboration du code électoral, processus auquel il a participé personnellement. Et je l'en félicite d'ailleurs parce qu'il nous a beaucoup facilité la tâche. Je voudrais cependant lui dire, puisque contre toute attente à un moment donné, de manière subite, de manière souveraine,
un ordre est arrivé pour mettre fin à la participation des membres de l'opposition au comité ad hoc, alors même qu'ils étaient en fin de travaux. Plus tard, on saura pourquoi, mais ne soyons pas pressés. Je voudrais lui demander cependant de lire le document du rapport du comité ad hoc, auquel donc je disais qu'il a bien participé. Il constatera également sa signature sur ce document qui date du 1er novembre 2018. Concernant les articles n'ayant pas fait l'objet de consensus au niveau du comité, il trouvera effectivement qu'il s'agissait bel et bien des articles 8, 12, 80 et 81. Les conclusions du comité ad hoc destinées à la plénière du CNDP, puisque sur ces articles, les parties prenantes ont été invitées chacune à faire ses propositions. Donc, ces articles ont fait l'objet d'une décision consensuelle au niveau de cet organe qu'est le CNDP. C'est ainsi que l'article 8 que j'évoquais est resté effectivement inchangé dans sa rédaction pour les raisons indiquées dans mon intervention préliminaire. L'article 12, concernant l'organisation et le fonctionnement de la CENI, a trouvé une nouvelle rédaction pour permettre à tous les groupes des partis politiques de siéger au sein de la CENI et même dans le bureau de celle-ci pour suivre le processus d'élaboration du fichier électoral biométrique et l'ensemble du processus électoral. Pour les articles 80 et 81, les anciennes dispositions du Code électoral ont été reconduites. Autrement dit, les bureaux de vote doivent refléter la configuration des partis politiques en compétition, comme le souhaite du reste l'opposition. Alors il suffit à l'honorable Coroné et à l'opposition d'aller occuper leur place à la CENI pour s'assurer de la transparence de toutes les opérations. Nous savons combien vous êtes attachés à la DIFEB, c'est-à-dire la direction de l'informatique. Alors, la meilleure façon de contrôler ce qui se passe dans cette direction, qui est pourvue par appel à candidature et non par une représentation des partis politiques, la seule façon de contrôler ce qu'elle fait, c'est d'être au niveau du bureau, au niveau des membres de la CENI. Ce n'est pas plus difficile que cela. Par rapport aux élections locales, au report des élections locales, cette décision, souvenez-vous, a été prise de façon consensuelle par l'ensemble de la classe politique à la session du CNDP en date du 4 octobre 2016. Les raisons qui ont été avancées sont les suivantes. L'impérieuse nécessité d'élaborer un fichier biométrique conformément à la volonté de la classe politique exprimée depuis 2011. La nécessité de toiletter les textes qui encadrent les élections au Niger suite à l'évaluation du système électoral par la CENI et par les partenaires du Niger en matière électorale. Les partis politiques, dans leur ensemble, ont jugé nécessaire de disposer de plus de temps pour préparer conséquemment ces élections du fait de leur rapprochement avec les élections générales. S'agissant des questions posées par l'honorable, qui sont assez précises, posées par l'honorable Hamza Maazou,
sur le secteur des mines. S'agissant de sa première question, l'État a investi avec l'appui de l'Union européenne plus de 23 milliards de francs CFA, ayant permis de réaliser la couverture en cartographie géologique et prospection minière de plus de 25 000 km² et la couverture en géophysique aéroportée d'environ 140 000 km² dans différentes régions du Niger. Ceci a permis de porter le taux de couverture national de 13,98 à 19,81%. En outre, l'État vient de négocier le projet gouvernance des industries extractives pour le développement local, GOLD, dans lequel plus de 10 milliards de francs CFA seront consacrés à la recherche géologique. Par ailleurs, l'État a également octroyé 102 permis de recherche pour diverses substances minières à des sociétés privées. Certaines de ces sociétés ont trouvé des gisements qu'ils sont en train de développer et nous pensons qu'elles s'implanteront dans les tout prochains mois. Relativement à votre deuxième question, comme vous le savez, honorable député, puisqu'étant vous-même du domaine minier, une mine a une durée de vie malheureusement limitée. Pour le cas de la Cominac, hélas, elle est exploitée depuis plus de 42 ans et c'est tout à fait prévisible, c'est tout à fait normal que ces réserves s'épuisent et qu'elles deviennent plus chères à exploiter, surtout dans un contexte de morosité de la filière uranium. Toutefois, nous sommes en négociation, il est vrai assez difficile, avec nos partenaires, pour voir dans quelle mesure et dans quelles conditions il sera possible de prolonger la durée de vie de Cominac afin que la fermeture se fasse dans de bonnes conditions. Dans le même esprit, le cas de Goviex a été relevé. Des arriérés dus par Goviex à l'État s'élèvent à 8 milliards 372 659 francs CFA et non 20 milliards de francs CFA, honorable député. Dans le cadre d'un protocole d'accord entre les deux parties qui a pour objet de permettre à Goviex de développer et de mettre en valeur le projet Madaouela, qui présente des avantages substantiels à court et à long terme, pour les deux parties, l'État a accepté de transformer cette créance en actions supplémentaires équivalentes à 10% du capital de la société d'exploitation, ce qui portera notre participation à 20%. La pose de la première pierre de la construction de l'usine est prévue pour le 17 juillet prochain. La mise en exploitation du Madaouela permettra, nous l'espérons bien, de relancer la filière uranium et de réduire les impacts négatifs de la fermeture de Cominac. Des questions ont été soulevées sur le secteur rural. Je ramasse un peu les différentes questions. Le programme de renaissance du Niger fait du secteur rural le moteur de développement économique du Niger. À cet effet, des investissements importants ont été réalisés aussi bien dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations que dans celle que dans l'augmentation de leurs revenus. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie, de production, autant pour moi, des conditions de production agro-silvopastorale et halieutique, 130 000 hectares ont été aménagés, 700 ouvrages, à savoir des seuils
des barrages et des aménagements de mares ont été réalisés sur les 997 prévus à l'horizon 2021. Le financement du reste est acquis. Concernant la réduction de l'insécurité alimentaire par des réponses saisonnières et chroniques, il faut dire qu'en 2018, à titre illustratif, plus de 61 000 tonnes ont été gratuitement distribuées aux populations vulnérables et 71 000 vendues à prix modéré. Par ailleurs, 90 000 ménages continuent à recevoir un montant de 15 000 francs par mois, soit 16 milliards 260 millions par an. Pour l'année 2019, ce sont 30 015 tonnes qui sont actuellement en cours de distribution gratuite à raison de 10 005 tonnes par mois, et ce à partir de ce mois de juin. Une planification globale de 71 499 tonnes en 7 phases de vente à prix modéré est en cours de réalisation. Dans le cadre de l'alimentation en eau potable en milieu rural, le taux de couverture a atteint 71,14% pour une cible de 90% en 2021 par le programme de Renaissance. En ce qui concerne la question des engrais chimiques, une question qui est revenue souvent, je dois tout simplement rappeler que le Niger s'est engagé dans une réforme du secteur des engrais après un constat sur la disponibilité et l'accessibilité des engrais sur le marché national. C'est à cet effet que la réforme engagée consiste à céder la vente des engrais à des opérateurs agréés par la CAIMA par souci de suspendre la subvention de l'État. Mais nous n'en sommes pas là. Le programme est en cours de finalisation, ce qui fait que pour cette campagne agro-sylvopastorale 2019, nous maintenons le statu quo du prix de 13 500. Ceci doit être clairement entendu par les honorables députés et relayer le message. Concernant la loi sur les pratiques du culte au Niger, une loi récemment adoptée, il faut tout simplement rappeler que notre pays est le seul de la sous-région à ne pas disposer d'une telle loi. Elle a été élaborée à la suite d'un long processus de concertation avec toutes les confréries religieuses, islamiques et chrétiennes. Cette loi vise à préserver la paix en permettant la pratique de toutes les religions dans la tolérance et le respect de l'ordre public. Elle ne vise que cela, contrairement à ce que certains esprits malveillants ont répandu dans les réseaux sociaux. C'est une loi qui n'a été inspirée par aucune source extérieure. C'est l'initiative du Niger, de notre pays. Concernant l'utilisation du bois comme source d'énergie domestique, l'engagement du Niger à réduire la proportion d'utilisation du bois dans le bilan énergétique des ménages s'est traduit par l'élaboration en 2015 d'un programme national des énergies domestiques focalisé sur cet objectif. La mise en œuvre de ce programme a permis l'accroissement de la consommation du gaz butane en substitution du bois énergique. À titre d'exemple, 5 556 tonnes consommées en 2012 contre
23 579 tonnes en 2016, soit une augmentation de 324% en raison de cette mesure. Il y a également la réduction sensible de la consommation de bois dans les principales agglomérations telles que Niamey, Zender, Maradi, suite à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un schéma directeur d'approvisionnement de ces grandes villes en bois d'énergie, en bois de chauffe. L'augmentation des mesures fiscales sur le bois en vue d'accroître l'utilisation des sources alternatives. Et enfin, la mise en place d'un projet de 50 000 tonnes de briquettes de charbon minéral dont l'utilisation est en forte croissance. Dans le document de la motion de censure, une enquête dite enquête Afrobaromètre, réalisée par le LASDEL, à laquelle l'opposition s'accroche, elle n'est rien d'autre qu'un sondage d'opinion réalisé sur un très petit échantillon, de 1200 personnes. Et combien sommes-nous? Au moins 20 millions d'habitants. Est-ce crédible? Et dans tous les cas, cette étude n'a pas la prétention, ce sondage n'a pas la prétention d'être une étude de référence par rapport à la marche du Niger. Par rapport à la situation alimentaire à Difa, Monsieur l'honorable député, j'ai bien retenu qu'il s'agissait du député Poulou, nous sommes très sensibles à votre appel. Effectivement, la situation de Difa fait l'objet d'une attention particulière et du gouvernement et de ses partenaires humanitaires qui sont à pied d'œuvre. Il est vrai que, en plus des déplacés, des retournés et des réfugiés, il y a aussi les populations locales dont les productions sont effectivement sous la contrainte de l'état d'urgence, en tout cas de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette zone. Rassurez-vous, monsieur le député, des mesures conséquentes sont à l'étude pour effectivement venir en aide aux populations vulnérables, à ces populations nécessiteuses de la région de Difa, Inch'Allah. Mais également, je crois savoir que la levée de l'interdiction de la pratique de certaines cultures, notamment le poivron, et l'activité de pêche dans la Komadougou, ont certainement eu un impact positif sur les revenus des personnes concernées. S'agissant de la crise sécuritaire toujours dans Difa, je dois souligner que le gouvernement du Niger, avec l'appui de la Banque mondiale, donc toujours dans le souci de venir en aide aux populations victimes de cette insécurité, le gouvernement, dis-je, vient de lancer, avec l'appui de la Banque mondiale, un nouveau projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil pour une enveloppe de 45 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié est consacrée à la région de Difa. L'objectif de développement du projet est d'améliorer l'accès aux services de base et aux opportunités économiques pour les réfugiés et les communautés d'accueil. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, honorables députés, à présent qu'après tous ces débats, la preuve est largement faite de la pertinence, de la justesse des actions entreprises par le gouvernement pendant les 8 années de mise en œuvre du programme de Renaissance, j'ose espérer
que l'opposition entendra raison pour renouer avec le dialogue politique afin de jouer pleinement son rôle. Je réitère à nouveau mon appel à l'ensemble de la communauté nationale dans sa diversité pour mener dans l'union des cœurs et des esprits la lutte contre ce terrorisme. Aux populations de Niamey, en particulier, j'adresse une solennelle invitation pour réserver un accueil digne de l'hospitalité nigérienne à nos hôtes à l'occasion du sommet de l'UA. Je voudrais conclure en revenant sur les questions sécuritaires. J'aimerais lancer un appel à nos honorables députés pour dire que ce sujet est très sensible. La façon dont nous l'abordons en débat public peut nous porter préjudice. Quand je dis nous, c'est le Niger. Il peut nous porter préjudice en ce sens que des personnes malveillantes dans le pays ou ailleurs pourraient se saisir de tous ces commentaires, de toutes nos faiblesses ou de en tout cas de toutes nos failles pour effectivement en tirer un profit non souhaitable, non désiré pour notre pays. Donc il est vraiment souhaitable que s'agissant des questions de sécurité, il est préférable d'avoir des débats plus discrets. C'est ça qui peut nous mettre à l'abri d'un certain nombre de circonstances qui peuvent nous surprendre. Je voudrais dire également que le Niger, soucieux de sa souveraineté et de sa sécurité nationale, est résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière qui déstabilise la bande sahélo-saharienne. Des dispositions ont été prises dans ce sens depuis des années. Celles-ci ont permis jusqu'à ce jour de répondre de façon prompte et efficace à toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays. Toutefois, le caractère asymétrique et transfrontalier des menaces et la complexité des défis font qu'aucun État ne pourra y faire face tout seul. Il est donc ici question de mutualiser les efforts dans un cadre sous-régional et même au-delà, pour apporter les réponses adéquates et définitives aux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Enfin, un petit commentaire sur certaines questions périphériques qui ont été posées, me concernant directement et personnellement. On me reproche de ne pas faire des tournées en profondeur à l'intérieur du Niger. C'est vrai que je n'ai pas pris cette habitude de faire des tournées à l'intérieur du pays. Bon. Nous avons une organisation du travail au niveau du gouvernement qui fait que le Premier ministre n'est pas nécessairement tenu de faire ces déplacements pour les raisons que je vais vous dire. D'abord, nous disposons sur l'ensemble du territoire de mécanismes d'alerte, des mécanismes dans le cadre des comités sous-régionaux et régionaux de prévention des crises, catastrophes et crises alimentaires. Ces comités nous renseignent régulièrement sur les situations qui prévalent, puisque c'est ça notre grande préoccupation, c'est la sécurité alimentaire, après la sécurité tout court. Ils nous renseignent, donc nous avons la possibilité d'avoir toutes les informations en temps réel sur l'ensemble du territoire. De plus,
Nous avons la chefferie traditionnelle à laquelle des directives ont été données pour signaler sur n'importe quel coin du territoire du Niger, de signaler tout cas de crise ou en tout cas de crise alimentaire avérée dans leur zone de responsabilité. Il y a également, vous le savez, vous le vivez toujours, les tournées ministérielles. À chaque campagne agro-silvo-pastorale. À son installation et à la fin de la campagne, des ministres vont sillonner. Certainement que les anciens ministres ici présents, mes anciens ministres ici présents, peuvent en témoigner. Ils vont sillonner les différents départements et les communes pour rapporter les informations dans tous les aspects de la vie quotidienne des populations. Et une analyse est faite de ces informations collectées et les différents départements ministériels sont instruits pour apporter les réponses dès la prochaine campagne. Donc, ils retournent avec les réponses des préoccupations qu'ils ont rapportées. Alors, donc, avec tout cet arsenal, je ne pense pas qu'il soit nécessaire au Premier ministre d'aller, comme si on était dans les années de l'indépendance, les premières années de l'indépendance, sillonner les différentes régions, les différents départements. Nous sommes encore une fois au XXIe siècle. Nous avons beaucoup de mécanismes qui nous permettent d'être en rapport direct avec les populations et leurs représentants et prendre en compte leurs préoccupations. Et je crois que c'est ça l'important, ce n'est pas d'aller se montrer avec tout ce qu'on sait de ces missions assez lourdes et coûteuses. Et puis, il a été question d'une affaire de 400 milliards dans les caisses que nous aurions trouvées en 2011. Pardon, messieurs les honorables députés. Ne rêvons pas. 400 milliards dans les caisses, encore une fois au XXIe siècle, dans une gestion moderne des finances publiques, avoir 400 milliards déposés. Je pense que c'est une question qui est ravivée comme ça, je ne sais pas pour quelle raison. Elle avait été effectivement en tout début d'effrayer les chroniques, mais elle avait un moment été abandonnée. Quel motif aujourd'hui? Il faudra. Les réponses d'ailleurs ont été données dans les rangs de ceux qui étaient au pouvoir en ce temps. Voilà donc les quelques questions périphériques auxquelles j'ai cru devoir apporter quelques éléments de réponse. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Monsieur le Premier ministre. La discussion générale est close.